Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre édition de 1506, une autre histoire de l'Afrique. Vous le savez, dans cette production, nous racontons les drames qui ont structuré notre continent au cours des 5 derniers siècles. Dans cette première saison, intitulée Les 200 coups, nous nous intéressons aux putsch, aux coups d'État qui ont secoué le continent. Nous parlerons entre autres de la paranoïa qui s'est emparée des leaders politiques africains à la veille et dans les premières années des indépendances. Le récit que je vous livre aujourd'hui est justement organisé autour de cette paranoïa. Je vous amène en Côte d'Ivoire et nous parlons des complots, bien sûr, des complots imaginaires du père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. L'affaire a déjà été traitée en profondeur par divers historiens. D'ailleurs, Samba Diarra, l'une des victimes, en a même fait un livre paru en 1997, un ouvrage de témoignage que je vous demande dès à présent de consulter si vous le pouvez. Moi, je n'en ai lu que des commentaires, malheureusement. C'est l'histoire d'une répression aveugle et systématique orchestrée par le président Félix Houphouët-Boigny contre ses opposants réels ou imaginaires. Elle est la face cachée du miracle ivoirien. Et en ce qui nous concerne dans cette saison consacrée au coup d'État en Afrique, elle nous renseigne sur les méthodes que certains chefs d'État ont dû mettre en œuvre pour tuer dans l'œuf toute tentative de soulèvement ou de contestation. Spoiler, en parlant des coups d'État imaginaires de Félix Houphouët-Boigny, il sera beaucoup question de sorcellerie, de fétiches, beaucoup de condamnations à mort, mais heureusement, très peu de personnes vont être effectivement tuées. Cela n'enlève rien au témoignage glaçant de torture à Yamoussoukro, l'actuelle capitale de la Côte d'Ivoire. À l'époque des faits, ce n'était pourtant que le village d'Houphouët. Dans cette édition, nous allons nous borner à évoquer le tout premier de ces complots, le complot du chat noir. Le complot du chat noir est une histoire extrêmement exotique dans laquelle Jean-Baptiste Mouquet, l'un des plus proches collaborateurs et amis politiques d'Houphouët-Boigny, est accusé d'avoir voulu rendre le président du conseil à l'époque impuissant. Je veux dire sexuellement impuissant, et ensuite d'avoir voulu le tuer. Tout ça sent bon l'Afrique dans l'esprit de certains. Les faits se déroulent entre fin juillet et fin octobre 1959. Avant de vous raconter cette histoire tout à fait loufoque et relativement grave, laissez-moi vous présenter Jean-Baptiste Mouquet. À l'époque des faits, ce n'est pas n'importe qui. L'homme, je vous l'ai dit, est un proche collaborateur et ami politique d'Houphouët-Boigny. Mais encore, il est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sénateur de la communauté française à Paris, secrétaire général du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et membre du comité directeur du parti au pouvoir. Bon, comme vous insistez, il est également maire de Grand Bassam. Pharmacien de profession, il a déjà une longue carrière politique et c'est un proche parmi les proches, comme je vous l'ai dit, de Félix Houphouët-Boigny. Il a par exemple dirigé le cabinet de ce dernier en tant que secrétaire à l'époque où M. Houphouët était ministre en France. En 1959, c'est-à-dire un an avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour être spécifique, il a 44 ans et il ne serait pas exagéré de dire qu'il est le numéro 2 du régime ivoirien en construction. L'affaire commence par une simple visite de courtoisie de Jean-Baptiste Mouquet à Félix Houphouët-Boigny en France. Nous sommes dans la deuxième moitié du mois de juillet 1959. Le président du Conseil des ministres du territoire de Côte d'Ivoire, je dois vous rappeler que la Côte d'Ivoire n'est pas encore indépendante. Nous sommes encore dans le cadre de la communauté française, communauté dans laquelle la Côte d'Ivoire n'est qu'un État associé. Donc, le président du Conseil des ministres, donc Houphouët-Boigny, est taciturne quand Jean-Baptiste Mouquet va le rencontrer. Houphouët fait asseoir Mouquet et lui dit d'un air grave: « J'ai le regret, Mouquet, de constater que je suis trahi par mon entourage. » Si Mouquet joue la surprise, il sait déjà depuis le congrès de mars 1959 que ses relations avec son mentor ne sont pas au beau fixe. Le visiteur rétorque à son mentor que l'entourage dont il est question est très large.
Beaucoup de personnes gravitent en effet autour d'Houphouët. Cependant, en y regardant de plus près, Monsieur le Président, lui dit-il, cet entourage peut se résumer, en dernière analyse, à Djibo Sounkalo, Ladji Sidibé et à moi-même. Tokos lui aurait dit Houphouët-Boigny. Le plus sérieusement du monde, l'ancien ministre français, maire d'Abidjan et bientôt père de l'indépendance, lui dit qu'il est d'accord avec son énumération et ajoute « C'est très grave ». Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Le président du Conseil se lance dans un récit invraisemblable. Des fétiches auraient été découverts dans sa résidence à Yamoussoukro. La tête d'un chat, avec dans sa gueule une corne de bœuf. De la Côte d'Ivoire, les fétiches en question auraient aussi voyagé. On en aurait trouvé dans son appartement parisien, bien rangé au chaud, dans la valise de Madame Houphouët. Ce deuxième fétiche aurait pour objectif, selon des sources compétentes consultées par le mari visé, de le rendre impuissant, puis, finalement, de l'assassiner. Jean-Baptiste Moké, arrivé sur ses grands chevaux, est maintenant inquiet. Qui ne le serait pas? Il fait quand même partie de la shortlist des suspects dressés par Houphouët. Il y a une chance sur 3 que ce soit lui. Mais la victime supposée ne désigne pas tout de suite le coupable, face à des accusations débitées avec une telle gravité. Moké contacte rapidement le président de l'Assemblée législative de Côte d'Ivoire, Philippe Yassé, mais aussi Ladji Sidibé, questeur à l'Assemblée législative, et Djibo Sounkalo, sénateur de la communauté à Paris et maire de Bouaké. Il est mais vite fait au courant de la petite discussion qu'il vient d'avoir avec le président du Conseil. Et il se rend compte qu'il est le dernier à être informé. Pour le secrétaire général du PDCI, Jean-Baptiste Moké, vous pouvez imaginer, la situation est intenable. Et le monde commence petit à petit à s'effondrer. Il devait rentrer à Abidjan dans les premiers jours du mois d'août 1959. Il apprend que son billet d'avion a été décommandé sur ordre de Félix Houphouët-Boigny et sa place a été donnée à quelqu'un d'autre. Le lendemain, il est convoqué par M. Houphouët qui lui demande après coup de rester à Paris. Vous devez prendre attache avec 2 hauts responsables politiques français. Moké acquiesce. Il restera en France. A-t-il vraiment le choix? En Côte d'Ivoire, on explique que si Jean-Baptiste Moké est resté en France, c'est pour assister Koné Amadou, ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, malade. Vous pouvez imaginer l'ambiance entre les hauts responsables politiques ivoiriens présents à Abidjan en ce début août 1959. Quand Moké se rend dans la résidence parisienne de Philippe Yassé, président de l'Assemblée législative de Côte d'Ivoire, au 35 rue de Longchamp, à Neuilly-sur-Seine, au cas où vous passerez par là, vous pourrez peut-être revoir cette adresse. Alors, il comprend que l'affaire est vraiment grave. Il est froidement reçu. Quoi qu'il en soit, il obtient de M. Yassé qu'il intercède auprès d'Houphouët pour qu'il puisse regagner Abidjan. Nous sommes déjà le 6 août. Le 11, Moké rentre à Abidjan. En France, il est difficile de s'informer correctement et de rassembler ses forces et ses soutiens. La situation peut être renversée en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas se le cacher. Le climat à Abidjan est des plus inquiétants. Dans la ville, on raconte qu'il s'est violemment disputé avec Houphouët-Boigny à Paris, qu'on a retrouvé des fétiches. Bon, ça, il le savait déjà, mais on dit aussi qu'il voudrait créer un mouvement d'indépendance de la Côte d'Ivoire. On aurait en plus saisi une lettre de Keïta Fodeba, le ministre de l'Intérieur de la rebelle Guinée, Guinée indépendante 1 an plus tôt, une preuve supplémentaire qu'il comploterait avec Conakry et aussi Accra, le grand ennemi Accra de Kwame Nkrumah. Vous savez, les relations tendues que Kwame a toujours eues avec Houphouët, qu'il comploterait donc avec Accra. Soit dit en passant, la lettre en question est un courrier privé qui ne fait nullement allusion à des questions politiques. On a dit que, mais c'est des rumeurs. Qu'en pense le président du Conseil de ces graves accusations, de ces folles rumeurs qui irriguent Abidjan? Jean-Baptiste Moké se rend illico presto chez Félix Houphouët-Boigny, lui aussi déjà en Côte d'Ivoire. Comment les gens peuvent-ils se permettre autant d'écart? Monsieur le Président, se lamente-t-il, visiblement ému. En guise de réponse, Houphouët-Boigny lui rétorque que ces rumeurs sont conformes à la vérité. Dans la foulée, il demande le rappel immédiat à Abidjan de messieurs Ladji Sidibé et Djibo Sounkalo. En principe, ils sont eux aussi dans le proche entourage et virtuellement coupables si tant il est vrai que des fétiches aient effectivement pu être retrouvés dans les demeures d'Houphouët-Boigny.
Dès leur retour, ils foncent chez Houphouët, qui leur confie la mission de mener des enquêtes sur cette affaire. En saisissant la police, en réunissant une équipe de journalistes, de détectives? Non, pas du tout. C'est trop loin tout ça. Il leur est demandé de consulter un féticheur pour avoir le fin mot de l'histoire. Ladji Sidibé et Djibo Sounkalo se regardent, hagards et dépassés. Ils disent ouvertement à Houphouët que tout ceci ressemble à un complot dirigé, non pas contre lui Houphouët, mais contre M. Moké. Plus tard, nous allons voir que Ladji Sidibé va payer cette impertinence, mais ce sera dans le complot des anciens qui va arriver bien plus tard et que je ne vais pas vous raconter ici. Pour le moment, Houphouët ne dit rien. Il agit en coulisses. Le 20 août, sans attendre les résultats de sa propre commission d'enquête, le président du conseil convoque les groupes ethniques du RDA dans la cour de sa maison à Abidjan. Il leur relate comment il aurait été marabouté à Yamoussoukro et à Paris. Il leur dresse aussi le portrait moral des auteurs. C'est une exécution publique qu'il prépare pour Moké. À la Thérèse, elle chantait Indépendance au tout début des années 60 en Côte d'Ivoire. Houphouët Boigny vient donc de parler à ses soutiens ethniques au groupe ethnique du RDA. Mais il ne s'arrête pas là. Lors du congrès extraordinaire du Rassemblement démocratique africain qui se tient du 26 au 29 août, les présidents du Conseil du Niger, de Haute-Volta, d'actuel Burkina, et du Dahomey, actuel Bénin, sont informés par leurs propres ressortissants du climat politique délétère à Abidjan. Ils appellent Houphouët et lui demandent de ne pas prendre de décisions qui pourraient être mal interprétées par le monde occidental. Vous voyez où se trouvent les urgences. Mon frère, tes accusations sont exclusivement fétichistes. Comment tu vas expliquer que c'est pour ça que tu veux écarter ton propre allié politique? Le président du Conseil ivoirien les écoute, mais il ronge ses freins. Il s'apprête à revenir à la charge et à frapper. Début septembre 1959, Jean-Baptiste Moké, secrétaire général du PDCI, déjà en disgrâce donc, tient un discours extrêmement offensif vis-à-vis de la France lors du congrès du parti qui se tient après quelques 10 ans d'attente. Nous vous expliquerons cela plus tard. Dans son discours lu devant Houphouët, il accuse ouvertement l'ancienne puissance coloniale, celle qui sera ancienne dans quelques mois, de pousser les États africains à l'indépendance pour permettre à ces milieux financiers et économiques de continuer à les exploiter. Il précise que, depuis la mise en place de la communauté française, c'est-à-dire depuis le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, tout est fait pour affaiblir les États que l'on destine à l'indépendance. Du point de vue de Moké, la Côte d'Ivoire doit accéder à la souveraineté d'une manière évolutive et dynamique afin que les Ivoiriens puissent progressivement maîtriser l'ensemble du tissu productif. Houphouët, et sans doute les Français, voient rouge. Au moment où Jean-Baptiste Moké tient ce discours, comme vous le savez, il est le numéro 2 du régime Houphouët, vice-président du Conseil des ministres, ministre de l'Intérieur, et bien sûr, je vous le rappelle, secrétaire général du PDCI, parti qui tient les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. En principe, c'est un intouchable. Mais nous savons déjà qu'il n'en est rien. Ce discours est le motif politique nécessaire pour mettre Moké hors jeu. Avant d'agir, Houphouët retourne voir ses compères Diori Amani du Niger et Maurice Yameyogo de la Haute-Volta. Le 7 septembre, M. Houphouët Boigny convoque M. Moké en présence
de M. Boubou Hama, président de l'Assemblée législative du Niger, et de Maurice Yameyogo, premier ministre de la Haute-Volta, et lui répète ce qui lui est reproché. M. Mouquet nie formellement ces allégations et déclare en outre que, puisqu'il s'agit exclusivement de griefs d'ordre fétichiste, il désire être soumis à un sérieux examen par des personnalités donc compétentes en coutume, c'est-à-dire par des marabouts. M. Houphouët-Boigny ne répond pas. Le lendemain après-midi, il exige de M. Mouquet sa démission de ses fonctions de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Mouquet ne lui remet aucune décision écrite, mais accepte néanmoins oralement. Le président du conseil communique immédiatement après cet entretien la démission de M. Mouquet au bureau politique du PDCI et en conseil des ministres. À ce stade, Jacques Foccart et Charles de Gaulle peuvent être formellement avertis. La figure de Jean-Baptiste Mouquet et ses leçons à la France en ce mois de septembre 1959 rappellent de bien mauvais souvenirs à la France gaulliste. Il faut bien rappeler que les contorsions fétichistes de Félix Houphouët-Boigny ont un soubassement politique. Car, bien qu'il soit du PDCI, RDA, Mouquet est un nationaliste qui risque de mettre à mal les ambitions de Paris pour la communauté qu'elle est en train de promouvoir dans ce qui va être dans quelques mois ses anciennes colonies. Vu de France, son discours est même perçu comme une provocation et une imprudence. On peut légitimement se demander ce que le secrétaire général du PDCI a dans la tête. Lui qui sait que le chef de file des partisans du non au référendum de 1958 pour la communauté française en Côte d'Ivoire, l'avocat Camille Assi-Adam, a été exilé dès le 29 septembre, c'est-à-dire au lendemain du plébiscite. Vous vous rappelez de ce référendum de 1958, référendum contre lequel avait appelé à voter non le très charismatique et non moins rebelle, Sékou Touré. Donc, l'avocat Camille Assi-Adam a été exilé dès le 29 septembre. Il prônait le non en Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'avait obtenu officiellement que 0,001%. Maître Assi-Adam est resté en exil jusqu'en 1980. Cela dit, je dois tout de suite préciser que le secrétaire général du PDCI, s'il est nationaliste, ne l'est pas au sens révolutionnaire d'un Ahmed Sékou Touré, non. Il est un partisan de la balkanisation de l'ancienne Afrique occidentale française. Il revendique une Côte d'Ivoire indépendante des autres pays de la sous-région, exactement comme son président Félix Houphouët-Boigny. C'est un bourgeois, un dignitaire. Vous savez, dans ces années-là, ces termes ont encore une signification fortement politique. Le problème de Mouquet, c'est qu'il est contre l'accélération de l'histoire telle que l'imagine la France. Il souhaite que les choses soient faites posément et bien faites. Il va falloir l'écarter. Houphouët a le feu vert. Le procès de Mouquet pour le complot du chat noir va se dérouler à Yamoussoukro, dans l'hôtel de la Plantation, un hôtel appartenant à Félix Houphouët-Boigny. En fait de procès, c'est davantage une réunion présidée par Houphouët avec des plaidoiries, des témoignages, des expertises de marabouts, de sorciers, des dénonciations de la police. C'est un vrai capharnaüm. Mais je voudrais revenir avec vous sur les raisons politiques de tout ce rendam, parce que tout ceci n'a bien sûr pas commencé en 1959. Mamadou Doumbia et son orchestre du Conseil de l'Entente, un orchestre créé en 1962, vous vous en rappelez.
Pour évoquer les complots de Félix Houphouët-Boigny, et notamment le complot du chat noir, je vous propose de remonter à la fin des années 1940 et singulièrement à 1949, parce qu'il faut bien expliquer les raisons politiques qui conduisent à certains comportements. Félix Houphouët-Boigny est député du Rassemblement démocratique africain, RDA. Le président fondateur du RDA amorce son rapprochement avec le gouvernement français dès 1947. Il faut savoir que son parti est violemment pris à partie, si je puis me permettre, par les autorités coloniales en Côte d'Ivoire. L'un de ses dirigeants, Biaka Boda, est retrouvé pendu dans la forêt. Les manifestations pour condamner ce massacre sont dispersées dans le sang alors que la police coloniale tire, mais à balles réelles, sur la population. Dans les rangs du gouvernement à Paris, le ministre des colonies de l'époque, François Mitterrand, oui, celui qui deviendra président plus tard, a pour mission de couper les liens entre les anticolonialistes communistes et les dirigeants du RDA, en commençant par Houphouët. Face à la pression sur ses militants et aux sollicitations du gouvernement français, Félix Houphouët-Boigny finit par céder aux sirènes de Mitterrand. C'est ce que lui-même a appelé le repli tactique. Médecin, chef traditionnel, grand planteur et propriétaire terrien. Il faut reconnaître que le député de Côte d'Ivoire n'a pas vraiment la tête d'un communiste. On raconte même qu'il n'hésitait pas à se pointer en limousine au siège du parti. Un comble pour un mouvement dont l'objectif est de défendre les ouvriers contre les privilèges de la classe des bourgeois. Tourner le dos aux ouvriers français aurait été un moindre mal si le retournement de veste du député de Côte d'Ivoire s'arrêtait à la métropole. Mais non. En se rapprochant de la France officielle, Houphouët suscite des interrogations et même le rejet de ses camarades de toute l'Afrique sous domination française avec lesquels il partageait jusque-là l'idéal anticolonialiste et même indépendantiste. L'historien Marcel Amona dit Marcel Amodi rapporte une anecdote tout à fait révélatrice de la position dans laquelle se trouve le député ivoirien au début des années 1950. Il raconte qu'Houphouët s'était rendu chez le gouverneur Pierre Mesmer pour se plaindre de l'élite intellectuelle du RDA qui organisait des réunions avec des administrateurs français en poste à Abidjan. Et Pierre Mesmer de dire dans ses mémoires qu'en réalité, Houphouët avait peur de voir d'autres leaders politiques être bien vus par la France. Mais le président du RDA n'est pas fou. Il sait que dans les rangs de son parti, il est de plus en plus isolé. Et pas qu'en Côte d'Ivoire. Les nouvelles amitiés du leader ivoirien avec la politique coloniale française suscitent la division du bloc anticolonialiste africain. L'Union des populations du Cameroun, la branche camerounaise du RDA, prend ses distances, tout comme l'association des étudiants du RDA qui s'oppose au désapparentement de leur parti avec le Parti communiste français, comme le souhaite Houphouët dès 1950. Le futur président de la Côte d'Ivoire indépendante est donc isolé dans les milieux africains. Grâce à l'effet conjugué du socialiste François Mitterrand et du nationaliste chauvin Jacques Foccart, cependant, il est de plus en plus apprécié par les milieux coloniaux. Mais il reste qu'il est isolé par ses propres militants. Et c'est peu de le dire, il le vit mal. Pas qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, au contraire. Il passe l'essentiel de sa vie en France désormais. Seulement, il évite au maximum de rencontrer ses camarades de lutte. Prenons l'exemple du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la branche ivoirienne du RDA, sa branche mère. Entre 1945 et 1949, le parti a tenu 2 congrès. Le troisième a eu lieu 10 ans plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure, en mars 1959. Pourtant, ce ne sont pas les échéances électorales qui ont manqué dans l'intervalle. C'est aussi vrai que les cadres du RDA, restés fidèles à l'idéal de la décolonisation, en font voir de toutes les couleurs à l'homme qui est désormais porté à bout de bras par la France. Aux élections de mars 1957, par exemple, les candidats que soutient Houphouët-Boigny à Grand Laou sont battus. En 1958, on note aussi les manœuvres de la Ligue des originaires de Côte d'Ivoire qui rejette le projet des autorités françaises de faire du territoire ivoirien le réceptacle de toutes les migrations de l'Afrique occidentale française. Pour ne rien arranger, le mouvement étudiant se durcit et le syndicalisme, mis sous les teignoirs au cours de la décennie, recommence à prendre des couleurs. Les spécialistes de la décolonisation vont me pardonner de simplifier et de passer rapidement sur des épisodes très importants de l'évolution politique de Félix Houphouët-Boigny. Je fais par exemple l'impasse sur sa nomination comme ministre en France. Il s'agit certes d'un signe clair de sa collaboration, mais cela ne nous ramène pas en Côte d'Ivoire pour parvenir au faux coup d'État qui nous concerne ici. Je vous propose maintenant de revenir en 19
1959. Nous sommes à Yamoussoukro, à l'hôtel de Félix Houphouët-Boigny, qui tient un procès tout à fait kafkaïen. On retient des témoignages de marabouts à charge. L'un d'entre eux assure avoir trouvé dans le ventre du chat du cimetière de Trècheville non seulement la photo de M. Houphouët-Boigny, mais un gris-gris identique à celui qu'on rapporte avoir été trouvé dans la valise de Mme Houphouët-Boigny à Paris. Un autre de ses confrères, consulté à titre d'expert en fétiche, explique qu'il ne s'agit pas en réalité d'un gris-gris, mais d'un texte en caractère arabe, d'après lequel il résulte que M. Mouquet souhaite la mort rapide d'Houphouët, ou pour le moins qu'il tombe gravement malade et impuissant, afin qu'il puisse prendre sa place. Mais rassurez-vous, l'affaire ne va pas se terminer par la mort de Mouquet. Il connaîtra bien sûr une longue traversée du désert, mais il reviendra dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny et sera même nommé ministre d'État 4 ans plus tard. Une happy end, pourrait-on dire, en ce qui concerne le complot du chat noir. Mais déjà, nous allons retrouver Jean-Baptiste Mouquet dans un autre complot dès 1963. Il s'agit du complot des jeunes.